Les saluda Giovanni Duffer desde la ciudad de Nueva York con un programa de las hallistas en el mundo. Esta semana nos trasladamos hasta París, Francia, donde vamos a conversar con el hermano Vicente de la Iglesia. Antes de empezar, acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios. Et adorons-le. Muy buenos días, hermano. Gracias por participar en el programa Las hallistas en el mundo. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Bonjour à tous, très, très heureux d'être parmi vous. Voilà, ici en France, nous sommes un dimanche après-midi, voilà, donc un moment un peu de pause entre 2 semaines de mission. Vamos a conversar un poquito el día de hoy para conocerlo, para saber qué es lo que usted está haciendo ahora en París, en Francia. Pero vamos a empezar desde su niñez. Cuéntenos dónde usted nació y dónde usted estudió. Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai presque 50 ans, voilà, donc ça fait un petit peu drôle de remonter 50 ans en arrière, mais bon, voilà, je suis né dans la région parisienne, je suis un Parisien, et voilà, j'ai passé toute mon enfance dans la région parisienne jusqu'au moment où je suis rentré chez les Frères des écoles chrétiennes. Voilà, j'ai été scolarisé d'abord dans une école primaire publique, puis ensuite dans un établissement lassalien, au collège, au lycée. Et puis ensuite, j'ai fait des études dans l'enseignement supérieur, à nouveau dans le public, mais en restant en lien avec les Lassaliens, en particulier sur le plan personnel, grâce aux anciens élèves. Usted es hermano de la Salle ahora. ¿Cuándo usted empezó a sentir ese deseo en su corazón de ser un hermano? Comme je le disais à l'instant, voilà, après le bac dans l'enseignement supérieur, j'ai eu cette volonté, comme tellement de jeunes, comment dire, de donner sens à ma vie. Voilà, donc parallèlement, j'ai d'un côté poursuivi mes études et de l'autre côté, voilà, j'ai entrepris un certain nombre d'actions pour réfléchir à qu'est-ce qui pourrait donner sens à ma vie. Et comme j'étais en contact avec les Lassaliens, avec les Frères des écoles chrétiennes, grâce à mon association d'anciens élèves de mon établissement scolaire, grâce à l'UMAEL, l'Union mondiale des anciens élèves lassaliens, qui m'a permis de découvrir un peu les frères dans le monde, ben voilà, j'ai connu les frères, j'ai eu la volonté de me rapprocher d'eux, mais ce qui est évident, c'est que c'est un processus, c'est un cheminement qui a été un cheminement, je dirais, pas à pas, hein, d'engagement en engagement, comme dit notre fondateur, mais à l'époque, je ne le savais pas. Voilà, donc c'est un certain nombre de rencontres, c'est un certain nombre de moments que j'ai pris dans ma vie pour me poser, pour relire, pour sentir quels étaient les moments où j'étais heureux, où j'étais apaisé, pour sentir ce que j'avais envie de faire pour donner sens à ma vie. Et oui, c'est trouvé que voilà, me consacrer à Dieu à travers l'éducation des jeunes est quelque chose qui, lorsque j'avais à l'époque 25 ans, à peu près entre 20 et 25 ans, ben, m'a touché, a fait que je me suis dit ben, pourquoi pas moi, pourquoi ne pas franchir ce pas supplémentaire et entrer chez les frères des écoles chrétiennes. Ben, ça n'a pas été instantané, ça n'a pas été du jour au lendemain, ça n'a pas été clair facilement, mais c'est vraiment, oui, une démarche progressive, un cheminement personnel, comme l'ont tant de personnes dans le monde, qui a fait que petit à petit, parce que j'ai eu la chance de connaître les frères, parce que j'avais cette volonté parce que j'étais un chercheur de Dieu, voilà, tout simplement, et je le suis encore aujourd'hui, hein, 30 ans plus tard, et puis parce que j'aimais l'éducation des jeunes, et parce que j'aimais les jeunes, ben, grâce à tout ça, eh bien, un jour, je me suis dit, j'avais 29 ans alors, ben voilà, je vais rentrer chez les frères des écoles chrétiennes. Ok, muy bien. Ahora vamos a hablar de sus estudios en España. Cuéntanos, por favor, sobre eso. Alors, c'est vrai que j'ai eu la grande chance de faire mon noviciat en Espagne, à Grignon, au sud de Madrid, 2004, si je me souviens bien. C'était un moment où il n'y avait pas beaucoup de frères, et c'est encore le cas aujourd'hui malheureusement, ni beaucoup de frères novices, ni en Espagne, ni en France. Bon, donc l'Institut des frères a eu cette intuition de créer un noviciat européen. Voilà, et donc je me suis rendu, alors que je ne parlais pas espagnol à l'époque, il faut dire ce qui est, j'ai appris l'espagnol exprès pour pouvoir passer une année à Grignon. Nous étions 5 novices, il y avait deux Français, enfin nous étions 4 novices, pardon, il y avait 2 Français, un Espagnol et un Libanais. Voilà, et donc on a vécu une année avec une communauté de frères
international, puisqu'il y avait comme maître des novices également un Français et puis évidemment plusieurs Espagnols. Et ça a été pour moi vraiment un temps très très riche de rencontres. Je reste proche des frères espagnols et j'étais vraiment très très heureux de cette année qui a ouvert mon horizon encore un peu plus vers le caractère international de notre institut, puisqu'on est un institut international et je ne suis pas un frère de France, mais je suis un frère des écoles chrétiennes du monde. Ok, ahora está en París nuevamente, que es la ciudad donde usted nació. Actualmente, ¿cuáles son sus responsabilidades en París? Alors voilà, bon, dans ma vie de frère et dans ma vie de manière générale, j'ai été un éducateur. Voilà, donc j'ai commencé par être professeur. Je suis professeur d'histoire-géographie. Et puis ensuite, j'ai également été surveillant. J'ai été responsable de niveau, j'ai été directeur de collège. Et puis j'ai été, et ça a été la situation là depuis 12 ans, j'ai été chef d'établissement. Voilà, donc d'abord dans un établissement à Paris, collège, école-collège. Et puis ensuite, dans le nord de l'Essonne, à Igny, voilà un établissement scolaire qui accueille des jeunes qui avaient plus de 2 ans et demi pour les plus petits, jusqu'à l'âge du bac et même un petit peu au-delà pour les lycéens. Donc j'étais chef d'établissement, donc en responsabilité de cet établissement et grâce également à une communauté, hein, puisque dans tous les établissements où j'ai vécu mes missions, j'ai eu la chance d'être accompagné, d'être secondé, d'être porté par une communauté de frères qui se dédiait aussi, autant que faire se peut, à des activités dans l'établissement. El hermano fundador San Juan Bautista de la Salle es francés. De Francia salió para todo el mundo. Ahora la Salle hay en todo el mundo. ¿Cómo se siente el cariño en Francia por la Salle? ¿En qué ciudades hay la escuela, colegio? ¿Tienen universidades también de la Salle en Francia? Oui, alors c'est vrai que on a ce grand honneur d'être la patrie de notre fondateur Jean-Baptiste de La Salle. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, nous sommes présents en France dans 150 lieux. Hein, il y a 150 œuvres éducatives aujourd'hui en France, 150 œuvres éducatives qui vont des écoles primaires, donc pour les petits, hein, ce qu'on appelle parfois les infantiles, au collège, donc l'enseignement secondaire, au lycée. On a des lycées d'enseignement général et technologique, on a des lycées professionnels, on a également des centres de formation d'apprentis, hein, et des unités de formation d'apprentis. On a également de l'enseignement supérieur avec des sections de bac plus 1 à bac plus 6, que ce soit des diplômes universitaires, des BTS, des bachelors, des masters, des masters spécialisés. Nous avons également des sections préparatoires aux grandes écoles, 19 en France, hein, et 4 prépas intégrés. Et puis, nous avons également des écoles d'ingénieurs, 3 écoles d'ingénieurs, un institut de formation de l'enseignement catholique qui forme les enseignants du premier degré, voilà, la première année d'enseignants du premier degré. Et puis, nous avons ouvert, ce qui veut dire que nous continuons à faire preuve de fidélité créatrice à Jean-Baptiste de La Salle, qui avait toujours cette volonté de répondre aux besoins du temps. Et donc là, nous avons créé l'année dernière en France la première école vétérinaire privée. Voilà, donc pour tous les jeunes qui aspirent à devenir vétérinaires plus tard. Voilà, nous avons aussi un organisme national de formation, hein, pour tous les personnels de nos établissements scolaires du réseau. C'est ce qui s'appelle l'Institut de La Salle, voilà, qui offre à tous les laïcs de notre réseau la possibilité de se former et de comprendre et de vivre du charisme lassalien, du charisme de Jean-Baptiste de La Salle. Nous avons des centres de formation continue, nous avons des centres de séjour aussi, de type séjour classe verte, classe découverte, colonie de vacances. Nous avons des antennes scolaires mobiles aussi, hein, qui sont destinées à enseigner aux enfants du voyage, voilà, aux enfants manouches, aux enfants gitans, qui n'ont pas la chance d'être régulièrement dans une école. Et on a de cette manière-là tout un certain nombre d'œuvres dites nouvelles, en tout cas d'œuvres que nous essayons de créer en France
pour tous ces jeunes qui sont un peu en périphérie, comme dit le pape François, voilà, que ce soit des jeunes allophones, que ce soit des jeunes, comme je le disais, du monde du voyage, ou que ce soit voilà, des jeunes qui sont un petit peu en décrochage scolaire. On a ce souci voilà, de les accueillir aussi et de faire ce qu'on peut pour eux. Donc, vous voyez, on a vraiment un paysage éducatif très, très varié en France, du plus classique au plus marginal et du plus petit au plus grand. Voilà, un peu des enfants aux adultes. Voilà, on a cette volonté, à la suite de Jean-Baptiste de La Salle, d'identifier les besoins de notre temps et puis eh bien de trouver des réponses les plus appropriées possibles à ces besoins. En Francia, ¿usted cree que hay todavía ese deseo, ese amor para ser hermano de la Salle? Más o menos, ¿cuántos hermanos hay? ¿Cuántos están estudiando para ser hermanos en el futuro? C'est évidemment compliqué enfin pas compliqué, non, c'est pas compliqué, mais c'est un peu triste ce que je vais vous dire, hein, parce que voilà, on n'a pas beaucoup de frères en France. C'est vrai que c'est la patrie de notre fondateur. Actuellement, nous sommes en France, enfin le district de France et d'Europe francophone, hein, puisque notre district comprend également la Belgique Sud, la Suisse et la Grèce. Donc le district de France et de l'Europe francophone compte 212 frères. Voilà, 212 frères, hein, un qui d'ailleurs vit à la Maison Généralice à Rome, un qui est frère conseiller général de l'Institut, le frère Joël Palu, hein, a été appelé par le frère Armin à être à ses côtés, 18 frères qui vivent en Belgique Sud, 4 frères qui vivent en Grèce et 4 frères qui vivent en Suisse. Voilà, les autres étant en France, en sachant que nous avons aussi des frères d'autres districts, hein, qui résident en France, 2 qui viennent d'Afrique de l'Ouest, 2 qui viennent du district de Congo-Kinshasa, 2 frères du district du Vietnam et puis 2 frères également du district du Proche-Orient. Donc vous voyez qu'à la fois on a des frères qui sont à l'étranger, à la fois on a des frères étrangers qui sont en France, voilà, ce qui prouve bien, ce qui est bien la preuve, comme je le disais tout à l'heure, que nous sommes un institut international. En France, nous sommes 27 communautés, hein, voilà, 27 communautés. Donc, vous voyez déjà 27 communautés pour 150 œuvres éducatives. Ça veut dire que la majorité de nos œuvres éducatives n'ont pas de communauté de frères en leur sein, malheureusement. Parce que, voilà, nous sommes peu de jeunes, hein. Je suis le frère le plus jeune de France. J'ai heureusement la chance d'avoir un frère burkinabé qui est arrivé en France également, qui est plus jeune que moi. Mais voilà, nous sommes les deux plus jeunes. Ça veut dire que, voilà, c'est un de nos défis pour les années qui viennent et les mois qui viennent, hein. On essaie d'y être tous les jours, enfin on pense tous les jours à cette façon dont on pourrait toucher le cœur des jeunes. C'est pas facile aujourd'hui en France. Il faut savoir que le contexte social, le contexte fait que l'Église a une position de moins en moins importante. On est dans un contexte très comment dire, laïcisé, on va dire. Voilà, la laïcité est quelque chose d'important. Beaucoup de jeunes ne connaissent plus la religion chrétienne. Donc c'est vrai que ça c'est un premier, voilà, la vieille Europe est dans un contexte qui ne favorise pas les vocations. Ensuite, la vocation de frère est une vocation qui n'est pas toujours non plus très facilement compréhensible parce que nous ne sommes pas prêtres. Voilà, donc il y a un certain nombre de jeunes qui souhaitent se tourner vers Dieu identifient mal une vocation apostolique qui n'a pas cette dimension du sacerdoce. Et puis enfin, l'engagement, tout simplement, l'engagement, c'est quelque chose qui aujourd'hui, dans notre monde actuel, n'est pas quelque chose d'inné, qui n'est pas quelque chose d'évident. Donc c'est vrai que nous avons du mal en France à avoir des jeunes qui imaginent donner leur vie à Dieu à travers l'éducation des jeunes. Mais voilà, nous ne désespérons pas, nous sommes prêts pour les accueillir, bien évidemment, hein. Lorsqu'il y a des jeunes qui frappent à notre porte, on met en place tout ce qu'il faut mettre en place pour les accompagner, les aider dans leur discernement, les aider à grandir dans leur foi et à s'engager parmi nous. Pour l'instant, c'est vrai que nous n'avons pas, par exemple, cette année, nous n'avons pas de novices, hein, ce qui est évidemment un souci, enfin un regret pour nous ou une douleur pour certains. Voilà, on a la chance d'avoir en Europe, en Espagne, des novices. Et voilà, et je pense qu'en faisant cet institut international, on va réussir un jour ou l'autre à de nouveau avoir des jeunes qui parce que ça vaut la peine, tout simplement. Voilà, ça vaut la peine et je pense qu'on peut être heureux
en étant jeune et en étant frère, en se consacrant aux autres jeunes et en consacrant sa vie à Dieu dans une communauté avec un style de vie qu'il faut évidemment renouveler comme toute chose, mais voilà, un frère du 21e siècle ne vit pas de la même manière qu'au 20e siècle. Un frère de 25 ans ne vit pas de la même manière qu'un frère de 75 ans. Tout cela, c'est évident. Donc voilà, on pense, et je suis convaincu, hein, sinon je ne serais pas là devant vous aujourd'hui, qu'il y aura en France de nouveau des jeunes frères, mais pour l'instant, c'est vrai que cette question est un peu compliquée. Ok, el carisma de la Salle es enseñar y ayudar a los más pobres, a los más necesitados. En muchos países en el mundo hay escuelas que son de la Salle, pero son gratuitas para personas que no pueden pagar una matrícula, una pensión, y de esta forma se ayuda a la niñez de bajos recursos económicos. En Francia también tienen este tipo de escuelas gratuitas para la gente que no pueden pagar lo que cuesta normalmente un colegio de la Salle. Évidemment, il faut remettre les choses dans leur contexte, hein. La scolarité en France n'est pas la même que la scolarité en Espagne, pour ne donner que deux exemples que je connais bien. C'est-à-dire qu'il y a voilà, des relations avec l'État, hein, qui peuvent être différentes et une marge de manœuvre plus ou moins grande pour l'enseignement dit privé, voilà, ou dit concertado en Espagne. Donc c'est vrai que nous, en France, nous avons un enseignement privé sous contrat d'association avec l'État qui implique qu'une partie de l'enseignement est gratuite pour les jeunes que nous accueillons, c'est toute la partie enseignement pur, on va dire, mais que les familles qui mettent leurs enfants dans nos établissements privés sous contrat et donc la Salia doivent payer également doivent payer une partie de la scolarité pour tout ce qui est, on va dire, frais annexes ou frais qui ne relèvent pas de l'enseignement pur. C'est un peu technique, mais ça veut dire qu'effectivement, nos écoles ne sont pas gratuites stricto sensu. Bien. Parce qu'en France, ce n'est pas possible. Il n'est pas possible d'avoir des écoles où on accueille les enfants gratuitement, sans quoi nous ne pourrions pas faire vivre ces écoles. Ceci étant dit, ce qu'il faut savoir, c'est que nous souhaitons toujours, quelles que soient les écoles et les établissements scolaires lassaliens que l'on connaît, on souhaite toujours faire en sorte qu'ils soient accessibles à tous. Donc, évidemment que lorsque un enfant se présente dans une de nos écoles, on ne va pas lui demander la fiche de paye de ses parents pour voir s'il a les moyens de venir chez nous. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles qui peuvent éventuellement ne pas faire ce pas-là parce qu'elles savent qu'il faudra payer. Bon. On essaye d'être ouvert à tous. Il y a des systèmes de bourse, il y a des systèmes de solidarité, il y a des systèmes de réduction dans nos établissements, il y a des systèmes également de participation des familles proportionnellement à leurs revenus pour faire en sorte que aucun élève ne soit exclu de nos écoles. Et de la même manière que quand une famille rencontre des difficultés passagères lors de la scolarité d'un enfant, il est évident qu'on ne va pas dire à cet enfant tu ne viens plus dans nos écoles parce que tes parents ne peuvent pas payer. Voilà. Donc il y a, je dirais, cette philosophie qui fait que voilà, à la fois on ne peut pas se passer des revenus, des ressources apportées par les parents, sans quoi les établissements ne pourraient pas vivre en France, parce que c'est ainsi en France, mais en même temps, on essaie d'être ouvert le plus possible sans condition de revenus pour les familles. Ensuite, il y a toutes les œuvres dont je vous parlais tout à l'heure, toutes les œuvres qui sont destinées aux enfants qui sont loin de l'école et qui donc évidemment n'ont pas de moyens, hein. Et donc ces enfants-là sont accueillis gratuitement, que ce soit, je vous disais, les enfants qui sont en décrochage scolaire, que ce soit les enfants issus de l'immigration, donc l'accueil des migrants, que ce soit des groupes de remédiation, que ce soit les enfants du voyage, voilà, que ce soit du soutien scolaire de type plus associatif. On a aussi tout un nombre d'œuvres éducatives qui sont ouvertes gratuitement aux enfants. El mundo está cambiando ahora, las religiones están cambiando ahora, especialmente con todas las redes sociales y con el Internet. Las cosas son diferentes ahora. ¿Cómo ustedes se preparan para el futuro, para que la Salle siga vigente, para que la Salle siga con sus puertas abiertas, los colegios no cierren? ¿Cómo ustedes planean el futuro en la Salle? Si je comprends très bien votre question, parce que
enfin, les réseaux sociaux et la communication sont une part évidemment importante de la mission d'un établissement, c'est de se faire connaître et de rester ouvert, mais enfin, tout ne se cantonne pas non plus là-dessus. On a un réseau qui, justement, par le fait qu'il est associé à l'État, hein, qu'il participe au service public d'éducation en France, on a un réseau qui est solide aujourd'hui, qui est voilà, reconnu, hein, qui est apprécié, je dirais, par à la fois l'Église de France et à la fois la nation de France. Enfin, je crois que lorsque l'on parle avec les ministres ou lorsque l'on parle avec les autorités du rectorat, voilà, l'enseignement lassalien est reconnu comme un enseignement de qualité, je dirais à la fois sur le plan académique, sur le plan pédagogique, à la fois sur le plan aussi du savoir-être et voilà, des valeurs et de l'éducation que nous apportons aux jeunes, que ce soit par exemple l'éducation aussi à la justice sociale, que ce soit l'éducation du jeune dans sa globalité. Donc voilà, évidemment que le rapport à l'éducation, le rapport au savoir et le rapport à l'enseignement changent avec les nouvelles réalités de notre monde et en particulier le numérique. Donc ce qui est important pour nous, évidemment, c'est d'être présent aussi sur ce terrain-là en aidant les jeunes, en les formant afin qu'il n'y ait pas de fracture numérique d'une part, entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas, entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Et puis également, ben voilà, nous avons cette éducation, mais que je pense est une éducation qui doit se faire dans tout pays, de comment aborder ces problématiques des réseaux sociaux et du rapport. On peut parler aujourd'hui aussi avec l'intelligence artificielle hein, qui est en train de nous arriver alors qu'on ne s'y attendait pas trop. Voilà, on essaie d'éduquer les jeunes à se servir intelligemment de tous ces outils pour ne pas les diaboliser, ce qui n'aurait aucun sens, mais en même temps pour qu'ils s'en servent à bon escient et qu'ils trouvent un juste équilibre entre ce qui doit être numérique et virtuel et ce qui doit ne pas l'être. Voilà, donc on est actuellement en France, comme je pense dans pas mal de pays, hein, dans une époque, dans un passage qui n'est pas évident parce qu'on est tous un petit peu bousculés par ces nouvelles technologies qui, dans notre quotidien, se font de plus en plus présentes. Et donc, voilà, on essaie d'avoir cette approche un petit peu raisonnée de ces nouvelles possibilités parce que il faut dire ce qui est, hein, le numérique, c'est aussi un potentiel extraordinaire d'ouverture au monde et d'ouverture à tellement de choses que il s'agit voilà, de dompter un peu cet outil pour n'en tirer que le meilleur et faire en sorte que voilà, ce soit un cercle vertueux pour les jeunes. Cuéntenos un poquito sobre la asociación que hay entre los hermanos y los laicos en Francia. C'est vrai que nous avons cette grande chance en France d'avoir un grand nombre de laïcs qui s'associent à nous pour la mission. Je vous disais tout à l'heure que nous ne sommes plus très nombreux comme frères, mais nous avons un grand nombre de personnels dans nos établissements qui sont heureux de vivre le charisme lassalien et avec nous de porter nos établissements scolaires. On ne dit plus aujourd'hui en France les écoles de frères, mais on dit les écoles lassaliennes. Voilà. Depuis à peu près 40 ans maintenant, les laïcs nous ont tendu la main et nous ont dit nous souhaiterions à notre manière participer à l'éducation des jeunes dans le réseau lassalien. Et les frères ont eu cette intelligence il y a 40 ans de dire pourquoi pas, on va vous former et on va vous passer le relais. Et c'est ainsi que peu à peu, nos écoles sont aujourd'hui conduites par des laïcs en qui nous avons une immense confiance et qui réalisent des choses merveilleuses. Au point même que dans leur vie personnelle, Jean-Baptiste de La Salle prenne une dimension importante et ainsi nous avons formé des fraternités, dites fraternités éducatives, La Salle, des fraternités qui permettent aux laïcs qui œuvrent avec nous de se ressourcer et de vivre du charisme lassalien et de faire en sorte que peu à peu, cette fraternité éducative Lassalle devienne porteuse et garante du charisme lassalien en France, aux côtés, puis peut-être aussi à la place des frères. Donc c'est vrai qu'on a cette grande joie en France de travailler ensemble avec les laïcs et de faire que voilà, nous réfléchissions petit à petit à une forme d'association
ensemble qui permettent de porter ensemble et par association, comme on dit d'ailleurs dans le monde lassalien, les œuvres éducatives. ¿Algún consejo que le gustaría dar a usted a todos los lasallistas en el mundo que lo van a ver en este programa? Je ne sais pas qui je suis pour donner des conseils, hein. Je crois que chacun voilà, suit son propre chemin. Voilà, ce qui est important pour moi, ben, c'est de dire qu'en étant lassalien, quel que soit son choix de vie, que ce soit frère des écoles chrétiennes ou que ce soit lassalien, laïque, associé aux frères, eh bien chacun de nous, on a notre place dans le réseau lassalien. Donc, que voilà, chacun doit réfléchir à la place qu'il souhaite occuper, à son état de vie, évidemment, qu'en étant frère, on est heureux, qu'en étant père ou mère de famille, on est heureux aussi. Voilà, il suffit de savoir de trouver cette sensation que on est bien à sa place. Voilà, donc, ce que je souhaite, c'est pas un conseil, mais c'est plutôt un souhait que je souhaiterais exprimer, c'est dire que tous ceux qui nous regardent, voilà, se sentent à leur place et se sentent reconnus dans notre institution lassalienne. Voilà, il y a la place pour tout le monde et ça en vaut tellement la peine parce que, évidemment, ce qui est en jeu, c'est le futur de nos jeunes, des jeunes que nous accompagnons, le futur de nos pays, le futur de notre monde. Voilà, c'est évidemment plus nous qui avons 50 ans qui pouvons construire un monde meilleur. On peut y participer, bien sûr, mais enfin, c'est quand même les jeunes qui sont aujourd'hui dans nos écoles qui feront le monde de demain, qui feront que le monde de demain sera meilleur, sera plus solidaire, sera plus fraternel. Donc voilà, ce que j'espère, c'est que voilà, tous les Lassalliens du monde ont cette foi, ce zèle en eux qui fait que, eh bien, ils ont toujours cette envie de continuer à s'investir et à rendre les jeunes heureux, hein, parce qu'on a souvent cette devise en France, on dit commencez par rendre heureux ce que vous voulez rendre meilleur. Voilà, donc ce que je peux souhaiter à tous les Lassalliens du monde, si je peux dire, c'est un peu vertigineux de dire ça, mais c'est vraiment de rendre heureux les jeunes qu'ils ont autour d'eux, qu'ils accompagnent, afin que ces jeunes soient meilleurs. Voilà. Mais pour qu'un jeune soit meilleur, pour qu'un jeune rende le monde plus fraternel, plus beau, eh bien, il faut qu'il soit heureux, il faut qu'il se sente bien. Voilà, donc ce que je peux espérer, c'est que, et je le sais parce que j'ai plein d'exemples dans le monde de Lassaliens, que ce soit aux États-Unis, par exemple avec le supérieur, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit dans tous ces continents, que voilà, le monde lassalien est très vivant, le monde lassalien est très dynamique, est très innovant. Et ben voilà, pour moi, c'est depuis la France, c'est une fierté d'appartenir à ce réseau. Et donc, je ne peux que dire à tous les Lassaliens du monde, voilà, qu'ils soient fiers d'être Lassaliens et qu'ils aient confiance en eux et en Dieu et en l'Institut des Frères pour être auprès d'eux et pour pouvoir justement être toujours plus au service des jeunes. Le voy a hacer una pregunta antes de despedirnos, la última pregunta. ¿Por qué la sede internacional de La Salle, la Casa Generalicia, está en Roma, en Italia, y no en París, Francia, que es la tierra donde nació nuestro fundador, San Juan Bautista de La Salle? C'est vrai que ça peut paraître étonnant parce qu'on pourrait s'attendre à ce que la Maison Généraliste soit en France, du fait que le fondateur est français. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été longtemps le cas, d'abord à Saint-Yon, puis à Paris, rue Oudinot. Pour dire rapidement, les frères ont voulu en 1936 répondre à une demande du pape, je crois de mémoire que c'était Pie XI en 1936, qui a souhaité que les congrégations religieuses ouvrent leur maison généralice à Rome. Et donc les frères des écoles chrétiennes, comme d'autres congrégations à ce moment-là, ont transféré la maison généralice à Rome. Je suis désolé, je ne parle pas français, mais je suis content que nous ayons fait le programme en español y en francés. Merci beaucoup. Muchas gracias a usted y ustedes, pero puedo decir que habla muy bien francés. Merci beaucoup. Muchas gracias. Viva Jesús en nuestros corazones. À jamais. Allant de la maternelle aux études supérieures. Elle offre à 150 000 élèves un enseignement général et de nombreuses formations professionnelles et propose des accompagnements spécifiques pour les élèves en difficulté. Elle intègre aussi un centre de formation pour former les futurs enseignants dans ses masters dédiés au métier de l'éducation. Si les réalités sont toutes différentes, la façon de les appréhender est toujours la même, accorder une grande place à l'élève en tant que personne.
Hop là. Bonjour. Je trouve que l'exercice du portail est absolument fondamental parce qu'on voit la température de l'établissement le matin. On voit les enfants qui visiblement ne vont pas très bien, celui qui visiblement n'est pas en forme, celui qui est préoccupé, celui qui au contraire est très content. C'est ça, connaître les personnes, c'est les rencontrer dans des lieux non formels. Un regard de frère. Un regard de frère, c'est-à-dire que ces jeunes-là, ce sont bien sûr des jeunes qu'il faut conduire vers des réussites scolaires, mais ces jeunes sont bien plus que des élèves. Ce sont d'abord des jeunes sur lesquels nous posons un regard d'avenir, c'est-à-dire qu'on les rêve demain, ces jeunes-là. Pour rêver quelqu'un, il faut entrer en relation avec lui. On ne peut pas rêver quelqu'un simplement sur ses performances ou ses non-performances. C'est d'abord une espèce de mystère qui nous invite à la rencontre et qui nous invite à la bienveillance. Des jeunes qui, en collège, on leur a souvent dit qu'ils n'étaient pas bons, qu'ils étaient même nuls. Et donc, la première chose, c'est de valoriser ce qu'ils font et de valoriser ce qu'ils disent, se poser des questions. Et que petit à petit, ils puissent créer, entretenir avec nous des liens qui ne se limitent pas aux liens strictement scolaires. L'œuvre lassalienne est le fruit d'une intuition née chez Jean-Baptiste de La Salle au milieu du XVIIe siècle. Adrien Niel, un laïc, lui demande de l'aider à créer une école gratuite pour les pauvres. Il consacre alors toute son énergie à l'éducation. Il abandonne ses biens pour habiter avec les maîtres d'école et crée le premier institut de frères enseignants. Jean-Baptiste de La Salle comprit rapidement l'urgence de donner aux plus pauvres un enseignement gratuit de qualité. Il est le précurseur des cours en classe et de l'apprentissage de la langue maternelle. Un tel défi pédagogique passait par la formation des maîtres qu'il met en place. Ainsi, l'éducation n'est plus réservée à une élite. L'intuition de Jean-Baptiste de La Salle reste encore gravée dans le cœur des frères, et le regard porté aujourd'hui sur les élèves est marqué par sa figure. Ce qui me rend fier de ma vocation, c'est que sans cet appel de Dieu, je n'aurais pas approfondi autant mon sens de l'humanité. Moi, j'aime bien le terme de pastoral du seuil, parce que c'est vraiment ça, c'est se tenir devant la porte de mon bureau quand ça sonne pour dire bonjour, de leur dire de rentrer pour discuter, de me joindre à eux sur les bancs dans les couloirs. Après Dieu, on en parle, des fois on en parle, des fois on n'en parle pas. On accueille aussi beaucoup d'autres religions, donc c'est intéressant aussi de voir comment on peut avoir quelque chose une pastorale de tolérance, mais en gardant notre identité, en disant voilà, nous on croit à ce Dieu des évangiles, à ce Dieu qui s'est fait homme. Ce sont des valeurs qui sont quand même des valeurs universelles et qui sont des valeurs qui peuvent, à mon avis, profondément aider le monde dans lequel on vit. Ce sont aussi des manières de vivre, de se donner entièrement, de témoigner d'un engagement. Ce qui reste aujourd'hui de la vision de Saint Jean-Baptiste de La Salle, c'est que ces métiers de l'éducation, ces métiers de l'enseignement, sont d'abord des métiers d'une très grande dignité et d'une très grande urgence. Et le fait qu'il y a maintenant un peu plus de 3 siècles, Saint Jean-Baptiste de La Salle ait mis ce métier directement sous le regard de Dieu, comme étant une expression de l'appel de Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, ça reste pertinent, y compris pour les très nombreux partenaires laïcs qui travaillent dans nos établissements et qui découvrent, eux aussi, que leur métier, même s'il n'est pas toujours reconnu socialement, et ce métier demeure d'une très grande dignité et donc d'une très grande nécessité.